Hello, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live de C++ from Scratch. Écoutez, je suis très content de pouvoir refaire ce live suite à celui d'hier. Je vais y revenir tout de suite. Alors attendez, je vais juste désactiver le retour de mon micro parce que je m'entends en double, voilà, et j'ai mis un petit peu de musique derrière. Est-ce que pour vous la musique c'est bon, c'est trop fort, pas assez fort? Alors cette fois-ci je vais pas me planter avec la musique, donc normalement la musique ça devrait être pas mal là. Hop, je la baisse encore un tout petit chouille, voilà. Donc dites-moi si au niveau de l'ambiance sonore de la musique ça vous va. Si c'est trop fort je baisse, si c'est... Voilà. Ok, donc je désactive les trolls aussi, ouais. Bienvenue. Je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui suite à ce petit live d'hier, live qui était vraiment super sympa, et quelle ne fut pas ma déception de voir que j'avais merdé tout à fait dans mes canaux et mes pistes, etc. Puisque le replay a été complètement pourri. Parce que en fait j'ai envoyé la musique, normalement ce qu'il faut savoir c'est que sur Twitch on envoie donc sur le live, donc le canal 1 audio, sur le live on envoie tout, la musique, la voix, tous les sons, etc. Et pour la VOD, donc le replay, normalement on utilise la track 2 pour n'envoyer que la voix, enfin tout sauf la musique qui pourrait être sous copyright. Donc après ce qui s'est passé c'est que je me suis complètement emmerdé dans l'histoire de mes canaux, et donc sur le replay qui s'est retrouvé sur Twitch il n'y avait sur la piste 2 que la musique, et j'ai découvert, parce que c'était la première fois que j'utilisais cette fonctionnalité, j'ai découvert que en fait lorsqu'on télécharge le replay, nous en tant que créateur, en fait Twitch ne garde que la piste 2, que la piste de VOD, et pas la piste 1, donc j'ai même pas pu récupérer tout le live d'hier. Donc ça veut dire que sur le replay qu'il y aura sur YouTube, il y aura l'épisode 2 d'aujourd'hui, mais il n'y aura pas l'épisode 1 qui partira aux oubliettes dans les tréfonds cosmiques du C++. Bon, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Donc salut Manon, salut le Dev Breton, salut Laurent, salut Conduino, salut Fixou, salut Vicodast, salut Phil Mascotte, donc qui est pour la première fois ici, donc bienvenue à toi. Salut Top Clean, bienvenue aussi, ça fait plaisir de te voir ici. Salut Alain, après il y en a d'autres aussi qui n'ont pas peut-être fait coucou, mais que je vois dans le chat, donc salut tout le monde. Et donc voilà, donc mes petites péripéties d'hier, j'étais un petit peu dégoûté avec ce premier live de C++ from Scratch, qui s'est retrouvé complètement pourri et donc inexploitable, mais c'est pas grave, celles et ceux qui étaient là, vous en avez profité, je pense qu'on a passé un bon moment. Et donc on va continuer aujourd'hui sur la découverte du langage C++. On va reprendre un petit peu très rapidement ce qu'on avait fait hier pour celles et ceux qui nous rejoignent, et pour voir un petit peu ce qu'on avait fait, le premier Hello World, histoire de rentrer dans le sujet. Et puis on va parler des classes. Alors puisque c'est quand même le C++ étant un langage orienté objet, un des objectifs justement c'est de créer des classes, et donc l'encapsulation de choses dans des classes, et donc on va voir un petit peu ce que c'est versus ce qui existe par exemple dans le langage C qu'on a abordé hier. Voilà, donc on fera le parallèle entre les structures, les classes, et comment tout ça s'écrit, se compose, et comment ça s'exploite. Donc, écoutez, je pense déjà qu'on a fait une petite intro qui va bien. Au niveau de la musique, c'est toujours bon pour vous? Je la laisse telle quelle? Je la baisse? Est-ce que vous dites-moi si au niveau sonore si ça vous va? Vous me dites dans le chat s'il y a besoin. On va repartir un petit peu sur ce qu'on faisait hier. Donc, je vais vous repartager mon écran. Et donc, je suis dans C++ from Scratch. Et donc, hier, je le rappelle, nous avons fait le parallèle entre Hello World, donc en C, et Hello World en C++. Donc, pour petit rappel, le Hello World assez classique qu'on va retrouver en C va être composé comme ça. Donc, comme je l'avais dit, les trois premiers fichiers d'en-tête, stdio.h, stdlib et string.h, moi je les inclus systématiquement parce que ça fait partie de la libc standard du C, et que souvent
on a souvent besoin des fonctions qui sont réparties dans ces différents headers. Donc moi je les inclus systématiquement. D'aucuns diraient ouais, si tu utilises que stdio, que les fonctions d'entrée-sortie de base, faut inclure que stdio, etc. Bah, franchement, ça mange pas de pain de les inclure. Donc stdio, c'est tout ce qui est entrée-sortie sur les flux standards. stdlib, donc c'est toutes les fonctions qui sont liées à les librairies standard C. Donc dedans, on va retrouver malloc, free et un certain nombre de fonctions assez bas niveau de l'ellipse. Et string, c'est toutes les fonctions de l'ellipse qui sont relatives au traitement des chaînes de caractères. Et donc strcopy, str4, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, pour rappel, un programme dans un système assez classique, POSIX, Unix, etc., on a besoin donc d'un point d'entrée du programme, ça ne s'invente pas, qui s'appelle main. Pourquoi il s'appelle main? Parce que c'est le point d'entrée principal. Et là-dessus, il n'y a rien à inventer. La signature d'une fonction main, c'est int main. Voilà. On prend en paramètre, enfin le système nous passe en paramètre, c'est pas qu'on prend en paramètre, c'est le système nous passe en paramètre argc, donc qui est le nombre d'arguments qui est passé en ligne de commande, incluant le nom de l'exécutable. Donc ça, il faut le savoir. L'argument 0, c'est le nom de l'exécutable. Et un tableau de pointeurs vers des chaînes de caractères, donc qui sont les arguments en eux-mêmes. On y reviendra un petit peu plus tard dans nos pérégrinations de programmation en C++ et en C pour le coup. L'ami Emulator, Emile, en a déjà beaucoup parlé maintes et maintes fois dans ses lives sur C from scratch, Go from scratch et tout ça, sur la partie Unix. Donc je ne vais pas revenir dessus, ce serait une redite. Si jamais vous avez besoin de détails, allez sur la chaîne Twitch 10 000, donc Emile NB, je vous le mets ici, hop, dans le chat, comme ça vous saurez. Et le Hello World est constitué donc d'un printf qui fait une sortie formatée. Je fais un print formaté. Formaté pourquoi? Parce que ça peut prendre à l'intérieur de cette chaîne de caractères des variables. Par exemple, on pourrait dire ici, je remplace le Hello World par %s. Donc je vais dire, je fais hello une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères, je la passe en paramètres. Donc là, ça reviendrait stricto sensu à faire exactement la même chose. Voilà. Donc ça, on y reviendra. Pour ceux qui ont fait du C déjà, vous connaissez le système. Donc là, j'envoie juste une chaîne de caractères Hello World sur la console. Et à la fin, je fais un return exit success. Exit success qui est une constante, un define qui est dans l'ellipse C, qui vaut 0. Donc un programme qui se termine bien doit toujours renvoyer 0. Et un programme qui se termine mal, en général, va envoyer exit failure ou un code d'erreur qui lui est propre. Voilà, ça pourrait être 2, 3, 4, 5, 240. Voilà. Ça, c'est la version C. Donc hier, pour revenir, on a pris cette version C, on l'a fait évoluer pour en faire une version C++. Pourquoi? Je le rappelle que le langage C++ a été, je vais revenir ici sur la webcam, le C++ a été inventé donc par Bian Struthorp dans les années 70, fin des années 70, et le C++ a pris beaucoup d'ampleur dans les années 80, mais il est parti du langage C, justement, pour construire un système orienté objet au-dessus du langage C. Je rappelle que le C++ à la base s'appelait C with classes, donc sur lequel il a rajouté un système de classes et de programmation orientée objet qui était une sorte de préprocesseur C++ au-dessus du langage C, et donc qui faisait de la transpilation. Donc il transpilait le code C with classes en C, et ensuite c'était le code C résultant qui était compilé. Comme je l'expliquais hier, ça a amené pas mal de problématiques à un moment donné sur le compilateur, le transpilateur, on va dire, à un moment donné, et donc il a réécrit tout de zéro, il a créé donc un compilateur C++. Donc en 1983 est arrivée la dénomination C++, qui veut dire C incrémenté de 1, plus l'opérateur d'incrémentation. Et en 84, on a eu la première version officielle donc, de C++ qui est arrivée. Et donc avec toutes les fonctionnalités qui existaient dans C with classes, plus un certain nombre d'autres fonctionnalités. Voilà. Et donc un des postulats de base de Struthorp à l'époque, c'était que tout le code qui était écrit en C, puisqu'il faut rappeler que même début des années 80, donc le C existait depuis le début des années 70, il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites en C, beaucoup de bibliothèques de bas niveau, beaucoup de fonctions, etc. Donc pour pouvoir garder un petit peu cet écosystème de code qui était déjà écrit, il est parti du postulat qu'il fallait que le code C++ reste compatible avec le code C. C'est-à-dire qu'on puisse prendre un code C et le compiler avec un compilateur C++ et que ça génère exactement la même chose.
Donc normalement, dans l'absolu, parfois c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pour différentes raisons, dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment. Mais dans l'absolu, vous prenez un code écrit en C, donc un fichier .c, quel qu'il soit, vous le compilez avec un compilateur C++, pas un compilateur C, un compilateur C++, ça doit compiler et ça doit vous générer un exécutable quasiment pareil, à quelques petites distinctions près. Voilà. Donc ça, là-dessus, c'est... Salut MT Maker, bah écoute, de rien, cette petite piqûre de rappel, c'est bien, ça va nous permettre de rentrer dans le langage au fur et à mesure, et puis démystifier, c'est un peu l'objectif de cette série, démystifier ce langage. Et donc, il est parti donc de ce postulat de dire tout code qui existe en C, on doit pouvoir le compiler avec le compilateur C++. Donc ça veut dire que si je vous repartage mon écran, hop, je vais aller dans mon petit terminal favori. Pour compiler un programme en C, je vais utiliser GCC sur ma machine, mais je pourrais utiliser CLang, qui est le compilateur C de LLVM. Donc GCC, donc je vais mettre -G pour mettre les symboles de debug, je vais prendre hello world.c, voilà, -O, hello world. Voilà, là j'ai compilé avec, je vais même mettre, tiens, voir s'il y a des warnings, je vais mettre -W all, j'active tous les warnings à la compilation, et pas de warning, c'est parfait. Donc là ça m'a généré un fichier, un exécutable qui s'appelle hello world, écrit en C, qui imprime hello world. Comme je vous disais, comme normalement le C++ est totalement compatible avec le C, donc il y a une compatibilité ascendante, on est capable, comme je l'ai expliqué hier, d'utiliser le compilateur C++, donc avec le GCC. Alors GCC, je rappelle que ça veut dire GNU Compiler Collection. Donc c'est la collection de compilateurs qui vient de la suite GNU. Donc ça implique le compilateur C, le compilateur C++, mais aussi le Fortran, on l'a vu hier. Il y a un certain nombre d'autres compilateurs qui viennent avec. Donc là, je vais utiliser le compilateur C++ pour compiler mon programme en C. Et ça a compilé exactement de la même manière. C'est-à-dire que je me retrouve donc avec un Hello World qui fonctionne tout pareil, qui a été juste compilé avec un langage C++. Donc là, on voit l'intérêt de la chose, c'est que dans ce cas-là, on est capable de reprendre toutes nos bibliothèques qu'on a déjà écrites, voire un certain nombre d'autres bibliothèques, et de les passer dans un compilateur C++. Et au fur et à mesure, notamment si vous voulez faire évoluer quelque chose qui est écrit de façon très impérative avec un compilateur C et le faire évoluer progressivement vers du langage orienté objet en C++, ça vous simplifie les choses, parce que vous avez juste à remplacer votre compilateur C par un compilateur C++ et d'ajouter au fur et à mesure des fonctionnalités qui sont spécifiques au langage C++, avec du refactoring évidemment. Voilà. Donc, pour en revenir donc à notre Hello World, je vais reprendre le programme. Donc on est passé de ce programme écrit en C à un programme purement C++, c'est-à-dire là, au lieu d'utiliser les fonctionnalités du C, on va utiliser les fonctionnalités de la bibliothèque standard du C++, et donc avec un code qui est réellement écrit en C++. Vous voyez qu'il n'y a pas très grande différence. La seule différence notable au début, c'est ça, c'est-à-dire que les headers qui sont en C, qui s'appellent stdio.h, stdlib.h, string.h, le C++ propose des wrappers autour de ces headers et rajoute un certain nombre de définitions et inclut un certain nombre de symboles dans le namespace std. Les namespaces, donc les espaces de nom, qui permettent de ranger un certain nombre de fonctions donc dans des espaces de nom et de pouvoir avoir plusieurs fonctions qui ont le même nom mais qui résident dans des espaces de nom différents. Donc toutes les fonctionnalités standards du C et du C++ sont rangées dans le namespace std. Donc c'est ce que va faire stdio, il va inclure stdio.h, il va ranger toutes les fonctions de la bibliothèque C standard dans le namespace std et il va rajouter quelques symboles, quelques petites fonctionnalités, quelques définitions dans cstdio et les ranger dans le namespace std. Et ce qu'il fait, c'est que pour rester compatible avec le C, ce qu'il va faire, c'est qu'ensuite il va inclure le namespace std dans le namespace racine. Voilà, tout simplement. Et donc, si on veut utiliser les fonctionnalités de la libc standard, eh ben, on va inclure non pas stdio.h, mais cstdio, qui est le header spécifique du C++, qui est le wrapper au-dessus du C. Voilà. Ça fait un certain nombre de choses qui sont intéressantes, mais encore là, on ne va pas rentrer dans le détail. Croyez-moi sur parole, ça fait juste, c'est un peu des choses cosmétiques, des définitions, redéfinitions de symboles, définitions de namespace, etc. Donc stdlib, de la même manière, j'inclus stdlib, je vais inclure cstdlib. De la même manière, il y a string.h, je vais inclure cstring. Le point d'entrée du programme, c'est toujours le même. int main, interc, *argv. Voilà, tout simplement, c'est toujours pareil. Par contre, la seule différence, c'est que mon hello world, plutôt que de passer par printf, je vais utiliser les fonctionnalités d'entrée-sortie
de la lib C++ standard, donc qui s'appelle les IOStream. Donc je vais inclure un header qui s'appelle IOStream. Alors tout ça, je l'ai expliqué hier. Si vous allez sur c++.com, qui est la référence, des bibliothèques C et C++, donc pour ce langage, vous verrez que les entrées-sorties sont rangées tout dans IOStream. Et donc IOStream, ça va me permettre d'avoir des entrées-sorties non plus formatées comme j'avais en C, mais des entrées-sorties qui se manipulent légèrement différemment. Donc sur lequel, alors vous n'êtes pas sans savoir que le C++ dispose de la surcharge d'opérateurs. Et là ici, on a l'opérateur de décalage de bits vers la gauche. Et bien cet opérateur, il a été surchargé pour pouvoir justement envoyer vers un flux de sortie. Ici, c'est stdc out. stdc out, donc qui est notre flux de sortie qui correspond à std out en C, et donc d'envoyer une chaîne de caractères. Et stdnl, comme je l'expliquais hier, c'est la terminaison de ligne qui, sous Unix, vaut \n, sous Windows, ça va être \r/n, donc carriage return et new line, et sur d'autres systèmes, ça peut être d'autres choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, en fonction de la plateforme sur laquelle vous compilez, stdnl, c'est une abstraction qui vous dit, ici, j'envoie la fin de ligne sur ma chaîne de caractères, et c'est le compilateur, sa définition en interne, qui sait si on est sous Windows, sous Unix, sous Mac, etc. Donc il va envoyer la bonne terminaison de ligne. Donc il peut être d'un caractère ou de plusieurs. Et donc là, on va simplement envoyer donc la chaîne Hello World vers stdc out, et ensuite on va lui envoyer dans stdc out endl. Donc vous voyez, c'est un peu comme un pipe, si vous voulez. La seule différence, c'est qu'un pipe, on va écrire de gauche vers la droite. Là, on va écrire finalement presque de la droite vers la gauche. Donc en fait, la sortie, elle est plutôt à gauche, et on va envoyer dans cette sortie toutes les choses qui seront à droite, dans cet ordre. Alors on pourrait très bien écrire, par exemple, hello, comme ça. Voilà, je vais mettre un caractère. Voilà. Et l'avantage du C++, c'est qu'il va définir un certain nombre de surcharges pour chaque type qu'on va vouloir envoyer dans un flux de sortie. Donc là, ici, on a une chaîne de caractères, mais ici, on va envoyer un caractère unique. Ici, encore une chaîne de caractères, et derrière, on pourrait envoyer un nombre, tout simplement. On va mettre 42, par exemple. Voilà. Ici, il manque un chevron. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça permet de pouvoir constituer un certain nombre de choses et de manipuler des flux de façon légèrement différente, parfois plus pratique, parfois moins. Alors je ne vais pas dire qu'effectivement il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où je vais utiliser les entrées-sorties formatées du C alors que je suis en C++ parce que c'est plus pratique à écrire, c'est moins lourd, etc. Il y a des cas où je vais utiliser les entrées-sorties de flux formatés. Alors quand je parle de flux, là on parle d'une sortie vers une console, mais ça pourrait être un fichier, ça pourrait être n'importe quoi, hein. Une socket, ce que vous voulez. Voilà. Donc bref, alors je reprends un petit peu les messages qui sont dans le chat. Alors, Manon, tu es bloqué dans un tunnel, dans un TGV. Bah écoute, bon courage. Salut Anne-Vue, bienvenue. Et donc, Gizmo34, même pas de K8S pour faire du C++. Ah, non, je vais pas rentrer dans le troll de K8S. Il y en a déjà assez sur Twitter comme ça, et ça commence à gaver sérieusement tout le monde. Voilà, donc le dev breton, tu dis j'aime le nom transpilateur, c'est ce que fait Vala. Oui, tout à fait, Vala, donc, qui était un langage qui avait été créé pour le projet GNOME, notamment tout ce qui est autour de la glib, GTK, Object, notamment. Mais Vala on va dire, est déprécié et a disparu plus ou moins du projet. Mais la transpilation, c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui. Hein. Quand vous faites du TypeScript, par exemple, le TypeScript, ce n'est pas un compilateur en tant que tel, c'est un transpilateur où il va prendre du code TypeScript et le convertir, le transpiler en code JavaScript. Mais là, je m'écarte un petit peu du sujet, mais vous essayez de me faire drifter, hein, bande de petits coquins. Voilà, salut Sulfurel. Écoute, merci, c'est aussi un plaisir de vous avoir sur ce format. Donc, alors, la transpilation, c'est quand un japonais fait du sport. Non, mais on va pas rentrer là-dedans. Donc, comme je le disais,
les entrées et sorties de flux formatés. Donc là, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver, je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit hier, puisque comme je l'expliquais, le replay de l'émission d'hier est totalement inexploitable. Donc je reprends très rapidement ce qu'on a vu hier, donc la partie Hello World. Et après, on va voir un petit peu de nouvelles choses. Donc, on va repasser sur l'écran. Donc, si je prends donc, ce code-là, hop, très bien. Je vais me mettre sur la bonne fenêtre. Hop, on va aller compiler ça. On va faire donc un G++ helloworld-cxx.cc. Donc je compile ce code et de la même manière, lorsque je l'exécute, j'obtiens le même résultat. Donc j'ai un code C écrit d'une certaine manière que je peux compiler avec un code C++ et je suis parti de ce code C pour le faire évoluer en C++. Donc sous la forme que vous voyez ici, hein, voilà, le C++. Donc j'obtiens globalement j'ai le même code globalement avec le même résultat. Et voilà, la seule différence c'est que dans un cas je vais utiliser les fonctions bas niveau du C et dans l'autre cas je vais utiliser les fonctions entre guillemets bas niveau mais qui sont de plus haut niveau du C++. Jusque là je pense que tout est clair pour vous. Si je fais gvmdiff-n donc étoile.ch étoile.cd pardon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'écris n'importe quoi. Mais alors là, parce que là j'ai un setup qui je vous assure qui est peut-être pas forcément complètement adapté avec mon écran à gauche, mais je peux pas le mettre à droite. Donc voici donc le code donc en mode diff. Donc vous voyez finalement le code est stricto sensu quasiment le même. Hein. C'est que des petites définitions qui changent. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait faire un Hello World, je vous ai expliqué hier que compiler des trucs à la main comme ça en tapant G++, c'est pas super pratique. Donc, on a créé un petit makefile pour l'occasion. Donc, j'ai un makefile, c'est un template générique de makefile. Comme j'expliquais hier, ça c'est bien pour faire de l'expérimentation. Le makefile, c'est un outil qui est très 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 pratique, même s'il est très ancien. C'est un outil qui est très pratique, que j'utilise quotidiennement, et pas que pour faire du développement en C ou en C++ ou en ce que vous voulez. J'utilise pour des projets web aussi, où simplement j'encapsule toutes mes cibles. Par exemple, pour construire un projet, je vais taper make, et hop, ça va faire les npm install, les ceci, les cela, etc. Et je vais taper make deploy, pof, ça va aller pusher directement sur le serveur si nécessaire. Enfin, j'ai un certain nombre de choses. Donc le makefile, c'est un super orchestrateur de commandes, voilà, et qui permet donc de builder du code, mais pas que, d'orchestrer aussi un certain nombre de commandes. Donc là, j'ai créé un makefile avec un certain nombre de définitions. On va pas rentrer dans le détail, on fera peut-être à un moment donné un makefile from scratch pour montrer un peu la puissance du truc. Et donc, je dis que pour compiler un fichier .c vers un .o, donc vers un fichier objet, j'utilise telle commande. Pour compiler un fichier en C++ vers un fichier .o, j'utilise telle commande. Et ensuite, j'ai mes cibles, qui sont mes cibles globales de mon projet. All, c'est pour builder tout le projet. Donc build, ça va appeler build programme. Clean, c'est pour tout nettoyer. Et ensuite, j'ai mes définitions qui permettent de dire comment est constitué mon programme, et éventuellement avec ses dépendances. Donc là, je parle du Hello World CXX, donc hello world cxx.cc. Alors .cc, je rappelle que c'est une des extensions valides en C++. On peut utiliser .cc, .cpp, .cxx, .c++, .c même historiquement sur des très vieux compilateurs, mais comme ça rentre en conflit avec le .c tout court, c'est pas cool. Voilà, donc il y a plusieurs façons de nommer ces fichiers, mais ça change rien du tout à la façon de compiler pour le compilateur. Voilà. Et donc ce makefile va me permettre de construire facilement mon programme, surtout s'il est doté de plusieurs fichiers sources. Voilà. Si ici j'ai plusieurs fichiers sources et plusieurs fichiers objets, ça permettra de pouvoir les compiler de façon automatisée. Alors, comme je disais hier, j'utilise make, j'utilise très peu ces make, ça m'arrive d'utiliser mais assez rarement, et lorsque je fais vraiment des side projects qui sont un peu importants, je vais utiliser les autotools, donc autoconf, automake, libtool, donc qui sont les outils de la FSF, donc du projet GNU, pour pouvoir avoir des choses qui sont une chaîne de compilation un peu portable, qui sait faire de la détection donc de dépendance, produire des bibliothèques partagées sous à peu près n'importe quel format de n'importe quel système, etc. Voilà. Ces mecs restant une surcouche aussi à mec. Et comme les autotools sont aussi une surcouche qui va permettre de générer des makefiles qui sont exploitables et qui sont totalement portables. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a fait le tour, on a refait le petit follow-up, je dirais, hop, je vais supprimer ça, hop, et
ça. Voilà. Donc on a fait le petit follow-up là sur le Hello World. Celui-ci, tiens, je vais le faire hello world.-c. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler des classes. Parce que c'est un petit peu l'objectif du C++, hein, c'est de faire des classes, c'est de faire de la programmation orientée objet. Parce que si c'est juste une surcouche qui apporte des nouveaux flux d'entrée-sortie, ça a très peu d'intérêt. Et donc, le C++ est un langage qu'on va qualifier de multiparadigme. Donc, il va pouvoir faire de la programmation très impérative, de la programmation orientée objet, et avec différentes techniques qui vont exister. Donc, une des choses qui a apporté le C++, et je le disais au début, depuis sa genèse, c'est l'utilisation de classes. Donc pouvoir avoir finalement des entités avec des méthodes que l'on puisse manipuler beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est en C, on ne peut pas faire de programmation orientée objet. On peut le faire. Il y a beaucoup de bibliothèques qui existent qui ont une approche orientée objet, enfin des bibliothèques ou projets. Le noyau Linux fait de la programmation orientée objet, mais en C. Croyez-moi sur parole, allez voir comment sont définis le VFS, les pilotes, etc. C'est des structures qui contiennent des pointeurs sur fonction avec des structures qu'on peut imbriquer les unes dans les autres, donc ça simule l'héritage. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire de la programmation orientée objet avec des langages qui ne sont pas prévus pour, parce qu'en fait, c'est aux programmeurs de développer toute cette mécanique d'héritage, de méthodes virtuelles, etc. Donc le C++ est venu ajouter ces choses-là, donc qui sont prises en charge par le compilateur et qui vont permettre donc de pouvoir se concentrer essentiellement sur comment on veut définir nos entités, nos classes, donc, puisque c'est le mot, comment elles fonctionnent, comment on peut faire de l'héritage, comment on peut appeler des méthodes, comment on peut appeler des méthodes virtuelles, et ça on va y revenir un petit peu plus tard, ce qu'est une méthode virtuelle, etc. Donc on va partir sur un petit exemple très simple. Je vais prendre mon écran et on va je vais prendre ce petit code là, je vais juste le copier, hello world-cxx, pardon, vers allez, example, classe example, tiens, voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, donc gvm-np classe example. Donc je reprends mon fichier, je vais supprimer mon hello world et on va se créer une classe. Alors, il y en a qui vont me poser la question, et c'est tout à fait légitime, quelle est la différence entre une classe et une structure ? Une structure, en général, ça va être un objet structuré, un record, un enregistrement qui va contenir un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir manipuler comme ça, mais qui ne va pas forcément porter des méthodes dessus, c'est-à-dire que c'est un enregistrement brut. En C, une structure de données est une structure qui ne va contenir que des données typées avec, j'en sais rien, des pointeurs sur chaîne de caractères, des tableaux, des entiers, des floats, peu importe, mais par contre, il n'y a pas cette notion de méthode qui va s'appliquer dessus. Vous allez définir plus loin des fonctions qui vont éventuellement pouvoir manipuler les données de cette structure. En C++, c'est pareil. En C++, la notion de structure existe toujours et elle est rétrocompatible avec le C. Et la seule différence, c'est qu'en C++, la notion de structure et de classe est quasiment sensiblement la même. C'est à 90% exactement la même chose. Vous pouvez presque indistinctement utiliser structure pour classe et classe pour structure. La seule différence, c'est que une structure, par défaut, toutes les données qui vont être mises dedans vont avoir une portée publique. Ça veut dire que n'importe quel code à l'extérieur de cette structure va pouvoir accéder par défaut à toutes les données qui sont dans la structure. A l'inverse, une classe, par défaut, est quelque chose de fermé. Une classe, si vous définissez dans une classe un certain nombre de propriétés, un certain nombre de données que vous voulez stocker dedans, par défaut, toutes ces données sont privées. Donc ça veut dire que de l'extérieur de la classe, vous ne pouvez pas manipuler ces données. Sinon, du point de vue du compilateur, c'est exactement la même chose. Et en C++, une structure est quasiment égale donc, à une classe. Et une structure peut porter en C++ des méthodes, un constructeur, un destructeur, des méthodes publiques, privées, protégées, des méthodes virtuelles, etc. Mais par contre, c'est là où il y a une distinction qui est fondamentale. Si vous voulez rester totalement compatible avec le C, et donc ne pas changer ce qu'on va appeler l'ABI, c'est-à-dire la façon dont est construite la structure
par le compilateur et au niveau binaire, au niveau assembleur des choses. Une structure, elle va, si vous voulez rester compatible avec le C, il ne faut rien d'autre que des données brutes qui sont compatibles avec le C. C'est ce qu'on appelle le plain old data. Donc si vous utilisez que une définition de structure de la même façon que le C et avec que des données qui sont compatibles avec un compilateur C, vous avez une structure qui est de type plain old data et donc vous pouvez utiliser indistinctement en C ou en C++. Par contre, dès lors vous rajoutez des choses qui n'existent que dans le C++, à ce moment-là, cette structure n'est plus plain old data, mais c'est une structure avec des spécificités de C++, mais que vous pouvez exploiter. Voilà. Donc, on va donner un exemple, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Alors, on va créer par exemple une structure personne. Struct, hop, je vais faire donc une structure, pour rappel, en C, ça se définit comme ça. Voilà, struct personne. Et donc, dans cette structure, je vais mettre, par exemple, const char étoile name. Et je vais mettre int hop, âge. Voilà. Donc là, je définis une structure qui correspond à une... Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai oublié un H qui est resté dans le clavier. Voilà. Donc, je définis une structure qui représente une personne, le nom de la personne et son âge. Ça, c'est une structure de type plain old data qui est tout à fait valide en C. Donc, en C, vous pourriez utiliser cette structure comme ci. Const personne, personne, personne. Et on pourrait remplir cette structure en mettant ici hop, Olivier Poncet 47. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire ça comme ça, on va économiser de l'espace. Donc je vais hop, modifier mon petit makefile qui va bien, comme ça va être beaucoup plus simple. gvm-np makefile zoo, et donc là on l'a appelé classe. Hello World, je vais changer en classe example. Voilà. Et donc si je compile, est-ce que ça compile? Alors, donc il me dit que j'ai ma classe, je l'ai définie, mais avec personne, je n'en fais rien. Bon, très bien. Donc ce que je peux faire, c'est dire, je vais envoyer std cout, je vais envoyer L. Donc j'ai envoyé le nom de la personne, donc name, donc personne.name, et je vais envoyer son âge. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai oublié le std ici. Je veux aller trop vite. Voilà, ça compile. Donc ce que je peux faire, c'est compiler et exécuter classe example. Je vais trop vite. Voilà. Ah non, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, c'est programme.bin que je l'ai appelé. Voilà. Donc il m'envoie sur la sortie standard Olivier Poncet et 47. Ça, c'est ce qu'on ferait globalement en C. Je vais ouvrir mon fichier. La seule différence, c'est que là, j'utilise donc des fonctions C++ pour sortir sur la sortie standard. Donc ça, c'est une structure très clairement de type C compatible. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser des fonctionnalités qui sont spécifiques au C++. Donc, je vais inclure ici le header string. Et donc là, on ne va plus utiliser donc, des pointeurs sur des chaînes de caractères, puisque le C ne sait manipuler que ça. Mais on va utiliser autre chose. On va utiliser un std string, donc qui est la chaîne de caractères standard. C'est ce qui permet de représenter une chaîne de caractères en C++. La seule différence, c'est qu'avec ça, on va plus se poser la question de savoir est-ce qu'on doit allouer en mémoire la chaîne de caractères, comment elle est copiée, etc. La std string, c'est un objet qui est assez intelligent, donc qui a des compteurs de référence en interne et donc qui va faire du copy and write, c'est-à-dire on va pouvoir dupliquer les chaînes entre elles et avoir la même chaîne répartie un petit peu partout dans notre programme à coût quasiment zéro. Et dès qu'on va vouloir modifier une chaîne, c'est à ce moment-là qu'il va faire une copie et l'allouer en mémoire comme il faut. Et donc le std string va permettre d'apporter un certain nombre de fonctionnalités et aussi un certain nombre de méthodes pour pouvoir manipuler ces chaînes. Donc de la même manière, hop, on va compiler, zoo, super, et je vais exécuter le programme. Voilà, donc là,
j'ai exécuté le programme, j'ai exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'à l'initialisation, il va prendre la chaîne de caractères ici, de type chaîne de caractères littérale, et il va la stocker dans un objet de type stdstring. Donc là, par contre, comme je disais tout à l'heure, comme je suis passé... salut backup. Comme je suis passé par un objet de type stdstring, donc qui est spécifique au C++, ma structure n'est plus un plain old data. Voilà. Mais vous voyez que j'ai initialisé une structure comme je l'aurais fait en C. Donc avec directement les données qui sont passées comme ça en paramètres de la structure. Donc dans une on va dire dans une liste d'initialisation. La structure c'est bien, mais on va aller plus loin. On va aller rentrer donc dans la notion de classe. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la notion de classe, elle est très très proche d'une structure. La seule différence, c'est que vous allez changer struct par classe. Et par défaut, comme je vous le disais tout à l'heure, par défaut, tous les membres d'une classe sont privés. Ça veut dire que depuis l'extérieur, on n'y a pas accès. Pour vous en convaincre, si je compile le programme, il me dit « Ah, couldn't convert, blablabli, blablabla », parce que déjà, j'ai l'initializer list, ça ne va pas le faire. Et puis, il me dit « Bah tiens, la partie name, elle est privée dans ce contexte, etc. » Donc, ça veut dire que par défaut, là, on a une encapsulation et du code qui est à l'extérieur de la classe ne va pas pouvoir venir violer par défaut les droits d'accès sur les choses qui sont définies dans la classe. Alors, comment on peut faire ce genre de choses? Parce qu'on va faire, pour une classe, si vous avez fait un peu de programmation orientée objet, on va pouvoir définir ce qu'on appelle donc un constructeur. Un constructeur, c'est une fonction qui, globalement, a le même nom que la classe. Voilà, le constructeur, c'est une fonction donc qui porte le même nom que la classe. Donc le constructeur de la classe personne s'appelle personne. Par contre, ce constructeur, à contrario d'une fonction normale, elle n'a pas de valeur de retour. Elle ne prend pas de valeur de retour parce que la valeur de retour d'un constructeur, c'est l'objet lui-même qui est construit. Donc par défaut, c'est une valeur de retour qui est implicite et donc on ne définit pas de valeur de retour. Et on peut éventuellement lui passer des paramètres. On va le voir juste après. Ce qu'on peut faire, là, comme je n'ai pas défini les droits d'accès, le constructeur est privé, donc je n'y ai pas accès. Donc je vais le définir comme étant public. Public, et ici, je vais ici mettre ça en privé. Donc là, je viens de poser des droits d'accès. Tout ce qui est après le public de points, c'est public. Donc par nature, ça veut dire que c'est accessible de l'extérieur de la classe. Tout ce qui est marqué protégé ou privé, ça veut dire que c'est plus accessible de l'extérieur de la classe, c'est accessible que de l'intérieur de la classe, pour les membres privés, ou que par les fonctions membres des classes dérivées aussi, lorsque c'est protégé. Et ça, on verra lorsqu'on fera de la dérivation. Donc là, si je fais ça, je vais juste définir donc personne, un objet personne, puisque pour l'instant, je ne définis rien. Hop. Voilà. On va compiler et il va sûrement me dire que c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est normal. Alors, il me dit plusieurs choses. Il me dit, ah bah attention, là, on cherche à accéder toujours aux membres privés. Bah oui, c'est normal, parce que j'essaye d'afficher le nom et l'âge de la personne. Donc, ce que je vais faire, je vais créer des accesseurs. Donc là, on va faire donc std string. Pour l'instant, je vais l'écrire comme ça et on y reviendra après. Donc, getName, const. Voilà, je vais faire return name. Et je vais faire la même chose pour âge. Donc ici, on renvoie un int, get âge, const, et je retourne l'âge. Alors, moi, ce que j'aime bien faire lorsque je travaille dans des classes, et c'est vrai pour à peu près tous les langages, pour pouvoir distinguer les membres d'une classe, donc les propriétés d'une classe, du reste des variables du code, en général, j'utilise la notation comme ça. Je mets des underscores. Comme ça, je sais que chaque fois que j'accède à une variable, une propriété d'une classe, elle commencera toujours par underscore. Alors, il y a plusieurs façons qui existent, hein, vous le verrez dans plein d'endroits. Des fois, il y a des conventions de codage où on met m underscore, m pour dire member, voilà, m underscore age par exemple, m underscore name. D'autres, c'est différent, l'underscore, ils le mettent à la fin. Ça va dépendre, en fait, ça va dépendre des projets. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en termes de bonne pratique de code, c'est toujours bien de mettre un distinguo
pour savoir qu'on manipule soit une propriété de la classe, soit une variable qui n'est pas une propriété de la classe. Voilà, tout simplement. Salut Maître Tofu, je n'arrive pas à piger pourquoi struct existe et si classe fait mieux. Comme je disais, Maître Tofu, je reviens juste un petit peu en arrière, c'est que parce que struct, c'est un héritage du C, et en fait, struct et classe sont quasiment interchangeables. La seule différence, c'est dans les droits d'accès. Struct, en C++, par défaut, tous les membres sont publics, que ce soit les méthodes, les propriétés qui sont dans la struct, etc. Et une classe, c'est l'inverse. Par défaut, tous les membres sont privés. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est du point de vue du compilateur, c'est exactement la même chose. Et souvent, on va utiliser des structs pour représenter des données structurées qui n'ont pas de méthode particulière. Voilà, qui sont juste des enregistrements, comme des enregistrements d'une base de données. Et on va plutôt utiliser une classe lorsqu'on va transporter un certain nombre de propriétés et pour lesquelles on fournit, comme ici, des données, des fonctions pour manipuler ces données, des accesseurs ou des mutateurs. J'espère que c'est clair. Voilà, donc je reprends. Donc là, j'ai fait un getName, getAge. Donc là, je vais faire person.getName, person getAge. Je sais pas. Le bon caractère, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais compiler. Et il me dit, ah, c'est très bien. Il me dit quelque chose. Il me dit que ça a compilé. Ça, déjà, c'est quand même une bonne chose. Par contre, si on regarde sur la sortie, ici, vous dites name, c'est vide. Et âge, là, il m'affiche moins 11, 24, 28, 27, 44. Le nombre est tellement gros que je ne sais même pas le lire. Donc, vous voyez. Alors, d'après vous, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'il m'affiche ça? Alors, Sulfurel, tu dis, ce n'est donc pas une hérésie d'utiliser des structs en C++. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est même conseillé dans certains cas. Utiliser des structs en C++, c'est tout à fait légal. Mais souvent, comme je disais, les structs, on va juste transporter de la donnée. On va définir qu'un enregistrement qui contient que des données, mais rien de plus. Pas de méthode et pas d'accesseur, tout ça. Donc c'est juste, on utilise souvent des structures pour transporter de la donnée brute, tout simplement. Donc je remets le code, voilà, mais Fredix l'a bien dit, je n'ai pas initialisé les variables, je n'ai pas initialisé les membres de ma classe. Voilà, et ça, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire, et je vais vous montrer plusieurs façons de le faire. Voilà, donc effectivement, par défaut, et c'est un peu commencé lorsque vous créez par exemple une variable au début d'une fonction et que vous ne l'initialisez pas, la variable elle va prendre une valeur qui est une valeur par défaut. Et souvent c'est la valeur de ce qu'il y a dans la mémoire à ce moment-là. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un des problèmes historiques du C, du C++ et qui est corrigé notamment dans Rust qui vous interdit ce genre de choses. Où toute variable doit être totalement initialisée. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez faire ici. Initialiser des valeurs par défaut. Voilà, en disant, voilà, par défaut, je veux que name soit initialisé à chaîne vide et âge à 0. Voilà, donc là au moins je retombe sur mes pieds. Name, c'est une chaîne vide et âge c'est 0. Donc on pourrait dire, tiens, name, ici, et je vais mettre unknown, pardon, et l'âge 0. Très bien. Hop, .w, et je vais réexécuter mon make. Voilà. Donc il m'affiche bien unknown et 0. Alors, très bien. Ça, c'est une des façons de le faire. Il y a une autre façon de le faire, qui est la façon plus historique de le faire en C++, mais c'est aussi celle que je préfère parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus explicite, c'est de le faire dans le constructeur. On va utiliser ce qu'on appelle une liste d'initialisation. Donc le constructeur, il peut être suivi par un 2 points. Et ensuite, la liste d'initialisation de toutes les propriétés qui sont définies ici, donc dans la classe. Donc ici, je vais mettre name, entre parenthèses, sa valeur. Donc je vais mettre ici unknown. Et ici, je vais mettre age, voilà, je vais mettre 0. D'un point de vue code, c'est complètement équivalent. La seule différence, c'est que ici, là, c'est le compilateur qui va générer ce code-là. Et ici, là c'est moi qui l'écris directement. Donc, d'un point de vue code et efficacité du code, c'est tout pareil. Ça ne change strictement rien.
Voilà, vous voyez, j'affiche toujours unknown 0. La seule contrainte qu'il y a en C++, c'est qu'en fait, là, ici, la liste d'initialisation, vous ne pouvez pas initialiser dans n'importe quel ordre. Vous devez absolument initialiser les propriétés de votre classe dans l'ordre dans lequel elles sont déclarées ici. C'est une obligation. Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que ça permet justement d'avoir une initialisation qui est normalisée. On sait que systématiquement, toutes les propriétés d'une classe seront initialisées dans un ordre précis, qui est défini par un standard. Donc comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Quand vous avez Titi, Tata, Toto défini en tant que propriété, vous savez que le compilateur va générer du code, quel que soit le compilateur, quel que soit l'environnement, où que vous soyez, de la même manière. Il va faire Titi, Tata, Toto. Donc ça permet aussi de pouvoir dire, je vais initialiser une de mes propriétés avec une des propriétés que j'ai déjà initialisées précédemment. Parce que je sais qu'elle est garantie d'être déjà initialisée, puisque c'est initialisé dans l'ordre, et donc le C++ va se permettre aussi, dans certains cas, les compilateurs vous pouvez permettre de faire des optimisations, parce qu'il sait prédire dans quel ordre ça va être initialisé. Et parfois, il est carrément capable de faire des optimisations assez vénères. Alors, maître Tofu, pourquoi est-ce qu'on a un moins 41 blablabla, si pas init. Mais en fait, parce que simplement, l'int, il va prendre la valeur qu'il va occuper, il va prendre la valeur de la mémoire à l'endroit qu'il va occuper. Et cette valeur, par défaut, c'est une valeur random, c'est ce que contient la mémoire vive à cet endroit-là qui n'a pas été initialisé, tout simplement. Donc j'en étais... Je reviens sur ce code. Donc là pour le coup, c'est parfait. J'ai créé donc un constructeur par défaut, puisqu'il ne prend aucun paramètre. Donc en C++, vous avez cette notion de constructeur par défaut. Constructeur par défaut, c'est lorsque vous construisez un objet et pour lequel vous ne passez aucun paramètre. Là, vous voyez que j'ai passé aucun paramètre. Mais on peut aussi passer des paramètres. Là, je vais mettre const std string name et const int age. Alors moi j'ai tendance en C++ à tout mettre const. Pourquoi? C'est un peu comme le Rust d'ailleurs. Le Rust va beaucoup plus loin là-dessus. C'est par défaut, on considère que en Rust par exemple toutes les variables sont immutables. Donc ça a des avantages. Et moi j'ai une technique de programmation en C++ dans la plupart des langages où j'essaye d'avoir le plus possible que des objets immutables. Ce qui permet aussi donc d'éviter un certain nombre d'effets de bord lorsqu'on programme. Et ça permet aussi au compilateur d'effectuer un certain nombre d'optimisations parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, c'est quelque chose qui est immutable. Voilà. Et après, je viendrai, parce que normalement, j'écris pas tout à fait le code exactement comme ça, mais je vais y revenir juste après, notamment ici sur les const std-string. Donc là, je vais lui passer une chaîne de caractères, ici. Hop, donc là, je vais lui dire que j'initialise la propriété name avec le name que j'ai passé en paramètre, et j'initialise la propriété underscore age avec l'âge que j'ai passé en paramètre. Donc, si je compile ça comme ça, il va m'insulter. Il va me dire, ah ben oui, attention, tu essayes de construire un objet de type personne, mais sauf qu'en fait, le seul constructeur que je connais, c'est un constructeur qui contient des paramètres. Qu'à cela ne tienne. Il y a deux façons de résoudre le problème. Soit vous mettez les valeurs par défaut ici, donc ici unknown, et ici 0, auquel cas normalement tout devrait bien se passer. Ah non, là ça se passe pas bien. Oui, non, mais ça c'est normal. Attends, je vais y revenir après. Toc, hop, je suis en train de brûler les étapes. Non, je vais y revenir après. Ici, on va passer directement, vu que j'ai créé un constructeur. Voilà. Ici, voilà. Je vais passer les valeurs par défaut ici. C'est plutôt comme ça. Sinon, je vais vous embrouiller. Voilà. Donc, je vais passer des valeurs par défaut ici. Donc, ces valeurs par défaut, je vais faire toc, make. Voilà, ça fonctionne. L'avantage, c'est que là, personne, je vois que je ne lui passe pas de paramètres, mais le compilateur est suffisamment malin pour dire que j'ai un constructeur ici qui prend deux paramètres, mais ces deux paramètres, s'ils ne sont pas fournis, on a des valeurs par défaut. Donc il va dire, bah ici c'est tout à fait légal de ne pas passer de paramètres sur cette partie-là, et il appliquera les paramètres qui seront passés. Donc là on peut s'en convaincre. Je vais initialiser l'objet personne ici avec Olivier Poncet.
mais pas d'âge. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais voir affiché name Olivier Poncet et âge 0. Normal, l'âge, je ne l'ai pas fourni. Et par contre, il a une valeur par défaut qui est 0. Donc ça permet donc d'avoir une construction de votre objet un petit peu, je dirais, à la carte. Hop, là, je vais mettre 47 pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Très bien. Donc ça vaut comme constructeur par défaut, comme je l'ai montré, puisque si on ne fournit pas de paramètres, tous les paramètres ont une valeur par défaut, donc le compilateur est capable de déterminer que le constructeur qu'on a passé, c'est un constructeur par défaut. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de mettre des valeurs par défaut. Vous pouvez dire que lorsque l'on construit un objet de type personne, il est attendu obligatoirement des valeurs. Donc ça veut dire que là, si je compile, ça devrait compiler comme tout à l'heure, normal. Mais si j'essaye de créer un autre objet personne, c'est un personne 2, sur lequel je ne passe pas de paramètres, il m'insulte. Bah oui, il me dit qu'il n'y a pas de constructeur par défaut. Parce qu'un constructeur par défaut, soit on le fournit, soit on le déclare, soit c'est un constructeur qui a déjà des paramètres, mais dont toutes les propriétés qu'on va passer sont des propriétés avec une initialisation par défaut. Donc ça, c'est une façon qui est aussi assez élégante de pouvoir construire des objets qui sont toujours complets, toujours construits. Donc là, je sais que si je construis un objet de type personne, bah, cette personne, elle a forcément un nom et elle a forcément un âge. Comme ça, le compilateur, comme je vous ai montré juste avant, si j'essaie de construire un objet personne qui n'a ni nom ni âge, il me le refuse. Donc, vous pouvez voir tout de suite l'intérêt que ça peut apporter, notamment lorsque on fait un peu de programmation, de la programmation fonctionnelle, enfin pas au sens programmation fonctionnelle, la méthode de le type de programmation, hein, mais fonctionnelle dans le sens métier. Lorsqu'on fait de la programmation métier, vous voyez les avantages que ça peut avoir. Comme c'est des choses qui existent dans d'autres langages orientés objets, hein, type Java, C#, etc. Donc ça va permettre, à contrario du C, où lorsque vous allez utiliser des structures, vous allez créer une structure et après ça va être de la responsabilité du développeur de s'assurer que la structure est correctement remplie. Là, en fait, c'est le développeur de la classe qui va donner les contraintes de comment cette structure, cette classe doit être initialisée, et c'est le compilateur qui va travailler pour vous. Et le compilateur, il va vous dire, il va faire les checks qui sont nécessaires en disant ah bah tiens ici j'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un âge, tu me les as pas fournis, je fais une erreur de compilation. Voilà. Jusque là, est-ce que c'est clair sur ces parties-là? N'hésitez pas à m'arrêter, à interagir dans le chat s'il y a des choses qui sont pas claires ou si je vais trop vite ou enfin n'hésitez pas surtout. Hein. Donc on va continuer. Je vais rafficher mon écran. Voilà, donc j'aimerais revenir sur une chose, c'est que vous voyez ici, là j'ai passé, je suis pas sur le bon écran, j'ai passé une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères constante, ça veut dire que le name ici, si j'essaye de le modifier, regardez, hein, je vais faire name égale Toto, hop, le compilateur va m'insulter en me disant mais non mais t'as pas le droit. Voilà, attention, tu n'as pas le droit, parce que ici, c'est une chaîne de caractères qui est déclarée comme étant constante. Et ça, ce sont des informations qui sont importantes pour le compilateur, parce que, et ça existe depuis quelques années aussi dans le C maintenant, mais c'est beaucoup plus poussé en C++. Ça informe le compilateur qu'il va pouvoir faire un certain nombre d'assumptions sur le code qu'il va générer, donc de faire un certain nombre d'optimisations. Et on peut même aller au-delà, parce qu'en fait, une chaîne de caractères, là, comme on la passe en paramètres, il va faire un passage par valeur. Ça veut dire que, ici, à l'initialisation de la personne, on va prendre cette chaîne de caractères littérale, Olivier Poncet. Il va créer une std string ici, sur la pile là dans main. Et cette std string, il va la copier pour la passer ici à cette fonction d'appel. Donc ça, vous voyez déjà, c'est ce qu'on appelle de la deep copy, c'est-à-dire que par défaut, il va faire du passage par valeur. Donc à chaque fois qu'on va appeler une fonction dans laquelle on va passer une std string, il va copier cette std string et il va la passer à la fonction qu'on va appeler. Ça, c'est une des conséquences historiques du C, notamment, puisque le C était conçu comme ça, en faisant du passage par valeur par défaut. Mais ce qu'on peut faire, il existe en C++, comme en C, il existe des pointeurs. On pourra dire, bah, tiens, je te passe un pointeur. Mais un pointeur, c'est pas pratique, et vous savez, les pointeurs, ça fait peur, et c'est aussi sujet à des erreurs. Mais
vous avez autre chose qui existe, comme en Java, comme en C#. Et d'ailleurs, ces langages se sont appuyés sur C++ pour ça. C'est le passage par référence. Donc, au lieu ici de mettre une étoile pour dire je déclare un pointeur, ici, je vais dire que j'attends une référence vers une chaîne de caractères. Donc, ce qui va se passer, donc là, j'attends dans le constructeur de personne une référence vers une chaîne de caractères constante. Donc, par défaut, le compilateur, au lieu de faire une copie, donc il va créer ici une std-string avec la chaîne littérale Olivier Poncet, et plutôt que de la copier pour la passer au constructeur de personne, il va la garder en mémoire, il va lui passer juste une référence. Et une référence, qu'est-ce que c'est qu'une référence? C'est ni plus ni moins qu'un pointeur qui doit être initialisé et dont on ne peut pas modifier l'adresse pointée, tout simplement. Mais c'est exactement la même chose qu'un pointeur. En interne, le compilateur C++, quand il génère du code en assembleur, du code binaire, il va générer exactement le même code que ce soit un pointeur ou que ce soit une référence. La seule différence, c'est qu'une référence, elle doit être initialisée lorsqu'on la déclare, et on ne peut pas en modifier l'adresse qui est pointée, tout simplement. Et donc, le C++, il est suffisamment malin, je vais remettre mon écran, pour dire que, ah, tiens, ici, on attend une référence constante vers une chaîne de caractères. Donc ici, il va transformer cette chaîne littérale en std-string, il va passer une référence ici. Et ça, du coup, c'est super pratique parce que ça va permettre d'avoir du code qui est plus efficace. Au lieu de passer un objet qui va contenir toute la chaîne de caractères, il va passer que 8 octets qui correspondent à l'adresse de cette chaîne de caractères. Et donc la chaîne de caractères qui est ici, par contre là, je ne veux pas utiliser une référence parce que la chaîne de caractères, la référence qui est ici, elle peut disparaître à tout moment. Là, je veux avoir une copie de cette chaîne de caractères. Donc ce que va faire underscore name, ici, il va être initialisé avec la chaîne de caractères qui est en référence ici. Il va pas en dupliquer le contenu, il va rajouter, copier les adresses qui sont à l'intérieur de name, les mettre ici, et il va juste incrémenter un compteur de référence ici, en disant, hop, c'est la même chaîne de caractères, je fais juste un comptage de référence en disant que cette chaîne de caractères est utilisée ailleurs, tout simplement. Et donc ça va éviter de faire un certain nombre de copies. Mais c'est peut-être un peu confus pour vous, mais on y reviendra dans les autres lives sur justement ces systèmes de passage par référence et notamment de comment c'est géré pour les std-strings et plein d'autres objets qui utilisent ce système de comptage de référence. Donc ce qui veut dire que ça permet d'économiser de la mémoire et d'éviter de faire des copies inutiles et donc de l'allocation dynamique aussi. Voilà. Donc ça, je vais retirer ça. Et on pourrait dire aussi, si je veux être fidèle à moi-même, c'est-à-dire que lorsque j'ai initialisé une personne, par exemple, un objet de type personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien tout constifier. Et bien ce que je peux faire, je peux rendre aussi les propriétés de ma classe const. Ça veut dire que quoi qu'on soit, où qu'on soit dans le programme, on ne pourra pas modifier le nom de la personne ou son âge. Ça peut être un cas attendu dans le code, de dire que cette personne, cet objet, personne, il est construit avec des données provenant d'une base de données et que c'est un objet qui est immutable. Et donc je peux même aller au-delà, je peux dire que ici la personne elle est constante et donc je ne peux pas la modifier. Et donc là j'ai écrit donc, un code qui est normalement relativement robuste et qui va générer un code assembleur qui est relativement optimal. On va voir après le code binaire, le code assembleur qui est généré, on va aller dans Compiler Explorer après. Là, on va juste vérifier que tout compile quand même. Ouais, ça va, ça compile. Voilà. Et donc, de la même manière, ici, comme j'ai dit tout à l'heure que je passais donc une référence constante, vous pouvez me dire, ah bah ici, getName, il va me renvoyer une copie. Il va me renvoyer une copie de la std-string qui correspond à name. Là, on a deux solutions. Soit on se dit, on veut renvoyer une copie de la chaîne parce que c'est comme on veut absolument envoyer une valeur et pas une référence, mais on pourrait très bien dire je renvoie une référence vers la chaîne de caractères qui est ici. Là du coup c'est au choix, c'est selon comment après on va gérer la durée de vie des objets, etc. Moi j'ai tendance à utiliser une référence le plus souvent, et donc là ça va pas être std-string, ça va être une const std-string. Je vais plutôt utiliser une référence, mais après c'est à voir. Après pour l'instant on va le garder comme ça, pour des raisons de simplicité d'écriture. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Non. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de travailler ou si vous êtes endormi, si vous êtes totalement subjugué par ce magnifique code que je vous présente. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions. Donc, voici, donc, on a vu à peu près la base donc, de comment on définit une classe. Donc là,
moi j'ai une approche en programmation orientée objet, parce que certaines personnes pourraient dire dans le chat, et à juste titre, ouais mais alors quand je suis en Java et que je dis à mon éditeur Java de me générer une classe, il va me générer pour toutes les propriétés des setters et des getters, dont des accesseurs et des mutateurs. Moi en général, quand je fais de la programmation orientée objet, je n'ai pour ainsi dire jamais aucun mutateur. Pour la simple bonne raison, c'est que la plupart du temps, toutes mes propriétés dans mes objets sont souvent constantes, le plus souvent, ce qui permet donc de pouvoir faire un certain nombre d'optimisations et de mieux gérer le cycle de vie d'un objet. Donc le fait que tout soit constant, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mutateur, et je pars du principe qu'un objet, lorsqu'il est créé, il doit être créé totalement utilisable et totalement initialisé. Par exemple, je vois certains codes dans différents langages où on dit je fais tiens person égale new person, et ensuite person.setName et person.setAge. Voilà. Ça, je trouve que c'est une mauvaise approche, parce que dans certains cas, si on oublie d'appeler un setter, un mutateur, on va se retrouver potentiellement avec un objet qui est mal initialisé, ou incorrectement initialisé, ou incomplètement initialisé, pour le coup. Donc moi, je préfère effectivement avoir un constructeur, quitte à avoir un constructeur avec un certain nombre de paramètres, parfois un peu longs, mais qui va permettre d'initialiser de façon complète un objet. Donc le plus souvent, quand vous regardez du code C++ que je pourrais écrire, j'ai rarement des mutateurs, très rarement, et j'ai beaucoup plutôt des accesseurs. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se discuter, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas j'essaie de respecter cette convention, et par expérience, déjà en C++, mais aussi dans d'autres langages, notamment quand je fais du Java, etc., ça permet d'avoir du code qui est beaucoup plus light et de plus penser au cycle de vie de nos objets. Bon, on va, maintenant qu'on a parlé de comment on définit une classe, ça c'est bien, on va pouvoir parler d'héritage. Parce que c'est aussi un peu la suite logique de dire on fait de la programmation objet, comment on fait un héritage d'un objet. C'est très simple. C'est très simple. Donc on va hériter de la classe personne, et et on va dire, allez, je vais copier tout ça, 24YP zoo, je vais supprimer tout ça. Donc là, on va faire un héritage totalement bidon. Je vais créer l'objet, je vais créer la classe Olivier Poncet. Ouais, c'est puissant. Ça n'a strictement aucun intérêt, inutile, donc totalement indispensable. Donc je vais créer ma classe personne. Ma classe Olivier Poncet. Voilà. Qui ne prend avec donc mon constructeur ne prend aucun paramètre, puisque là je vais définir l'objet Olivier Poncet, qui va porter lui-même ses propres paramètres. Et je vais dire que la classe Olivier Poncet, elle dérive de la classe personne. Et elle fait une dérivation publique. Ça veut dire une dérivation publique, alors on pourrait l'écrire comme ça. Moi j'ai toujours tendance à écrire comme ça, et si l'héritage multiple, il y a des virgules et je vais à la ligne. Donc la classe Olivier Poncet, elle dérive de personne. Donc ça veut dire qu'on va faire une dérivation publique, ce qui va signifier que tous les membres qui sont publics dans la classe personne vont rester publics dans la classe dérivée. Si on faisait une dérivation protégée, on pourrait dire ici protected, ça signifierait que tous les membres qui étaient publics dans la classe de base, dans la classe personne, deviendraient protégés. Et pareil pour la dérivation privée. Donc vous voyez, on peut réduire, à chaque fois qu'on dérive une classe, on peut réduire les permissions d'accès aux membres. Alors aux membres au sens large du terme, ça veut dire aux propriétés et ou aux méthodes de la classe de laquelle on dérive. Donc là, je crée une classe Olivier Poncet qui dérive, je vais vous le mettre comme ça, peut-être pour plus de simplicité pour vous, donc qui dérive de personne. Et je vais initier, comme je n'ai pas de constructeur par défaut, je le rappelle, je vais appeler donc le constructeur. Donc vous voyez, c'est comme la liste d'initialisation ici. La liste d'initialisation, elle commence par un 2 points. Et là, je vais initialiser, puisque comme tout est initialisé dans l'ordre et que ma classe dérive de l'objet de la classe personne, la première chose à initialiser, c'est la classe de base. Donc là, je vais appeler ma classe de base en mettant Olivier Poncet et en lui mettant son âge. Voilà, tout simplement. Et ma classe, ça y est, j'ai créé une classe dérivée, donc qui dérive de personne. Et ici, on va pouvoir faire, ici, on va mettre Olivier Poncet à la place de personne.
Je vais laisser, hop, la variable, je vais l'appeler, je vais la laisser personne. Et ici, j'ai rien besoin de mettre puisque j'ai un constructeur par défaut. Voilà. Et donc là, j'ai construit un objet de type Olivier Poncet, que j'appelle personne. Un objet de type Olivier Poncet, donc qui va appeler donc le constructeur Olivier Poncet. Le constructeur Olivier Poncet va appeler le constructeur de la classe personne, puisque Olivier Poncet dérive de personne, en lui passant les propriétés qui sont nécessaires à la bonne construction de personne. Et vous voyez, par défaut, je vais hériter de tout ce qui est public, puisque je vais récupérer Olivier Poncet dérivant de personne, je vais récupérer les accesseurs que j'ai déjà définis, les méthodes. Donc là, getName, getAge. Donc vous voyez, sans modifier le code, le seul code que j'ai modifié, c'est ici. C'est la création de mon objet. Voilà, ça c'est une chose qui est assez intéressante de pouvoir faire de l'héritage. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas de méthode virtuelle et tout ça. Je pense qu'on y reviendra peut-être lors d'un prochain live, parce que je vous montre la façon un petit peu de créer des objets et de faire de l'héritage. Mais il y a d'autres petites subtilités qu'on abordera dans un prochain live, pour lesquelles on ne va pas rentrer tout de suite dedans, histoire que ça reste un petit peu digeste. Voilà. Alors, il n'y a toujours personne dans le chat, donc ça va. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Alors, vous avez entendu parler aussi que le C++, un des gros problèmes du C++, soi-disant, c'est de faire de l'héritage multiple parce que ça génère des problèmes, etc. Mais en fait, pas du tout. De la même manière, vous pouvez hériter un objet, une classe peut hériter d'une autre. En fait, une classe peut hériter de plusieurs classes. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va pouvoir vous permettre d'apporter un certain nombre en termes de polymorphisme, un certain nombre de fonctionnalités et de pouvoir définir des objets qui sont constitués de différentes classes de base. Je vais vous donner un exemple. Je prends la classe personne. Voilà. Admettons. Alors là, je vais faire juste un exemple qui n'a pas réellement de sens dans la vraie vie, hein, mais on va juste faire un petit exemple pour illustrer ça. On peut dire que là, Olivier Poncet est une personne et il dérive de la classe personne. Mais Olivier Poncet est aussi, par exemple, on pourrait définir le métier. Et on pourrait dire que Olivier Poncet est un engineer. Donc je vais définir une classe engineer. La classe engineer. Voilà, je vais définir son constructeur. Et je pourrais dire que Olivier Poncet, et là je vais aller à la ligne, dérive de personne et de la classe engineer. Et cette classe engineer, on pourrait lui rajouter une méthode. Allez, void say qui fait std cout hello world. Donc là, je viens de définir que Olivier Poncet dérive de la classe personne, donc qui apporte toutes ses propriétés et ses méthodes de base, et il dérive de la classe engineer, qui apporte une méthode say qui va imprimer hello world sur la console. Donc là, vous voyez que si je compile ça, ça compile, très bien, et je peux rajouter ici personne.say, et normalement, il devrait m'afficher. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas regardé le message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Passing const to 10. C'est normal, il faut que je rajoute une méthode const. Alors ça, la méthode doit être, comme l'objet est const, la méthode doit être const. Alors ça signifie, ça je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, lorsque je mets un petit const après, ça veut dire que la méthode que l'on va appeler, elle garantit au compilateur qu'on ne va faire aucune modification des propriétés à l'intérieur de cette méthode. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de say, je ne vais modifier aucune des propriétés d'engineer. Donc lorsqu'on appelle une méthode sur un objet const, il faut que la méthode soit const, parce que la méthode const, elle garantit qu'on va faire aucune modification, et comme l'objet est const, voilà. Donc là, si j'exécute, voilà, donc on affiche Olivier Poncet, 47, hello world.
Donc là, je viens de faire de l'héritage multiple, donc j'ai une classe qui dérive de deux autres classes. Et ça, c'est très utile parce que vous pouvez avoir de la composition de différentes classes, donc de différentes entités qui peuvent se combiner. Et donc c'est à vous après de construire, de combiner vos entités. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus généraliste que ce qui est implémenté par exemple dans des langages de type Java. Dans des langages de type Java, vous n'avez pas de notion d'héritage multiple. Ça a été simplifié, c'est-à-dire une classe ne peut dériver que d'une seule autre classe. La seule chose qui vous permet d'avoir une forme d'héritage multiple, ce sont les interfaces. En C++, il n'existe pas cette notion d'interface. Pour la simple et bonne raison, c'est que la notion d'interface, elle est totalement implicite grâce à l'héritage multiple. Et ça, on y reviendra quand on parlera des classes abstraites et des méthodes virtuelles, et des méthodes virtuelles pures. Et vous verrez que finalement, cette notion d'interface n'est qu'une spécialisation d'une généralité qui est l'héritage multiple. Alors évidemment, ce que fait le compilateur, là, il fait un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il va générer en mémoire un objet, il va générer un certain nombre de choses justement pour initialiser, appeler les bons constructeurs dans le bon ordre, etc. Mais tout ça, vous voyez que là, pour le coup, c'est le compilateur qui travaille pour vous. Donc ça, c'est quand même assez facile à mettre en place. Et donc, je disais, on va peut-être aller voir, par exemple, le code qui est généré par le compilateur. Allez hop, je vais lancer un petit Compiler Explorer. Godbolt, comme hier je l'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour celles et ceux qui étaient là, c'est un outil que j'utilise très souvent. Hop, je vous partage ça. Donc Compiler Explorer, donc, qui est un outil que vous trouvez en ligne sur godbolt.org, donc qui permet de mettre sur la partie gauche un code, quel que soit le langage, ça peut être du C, du C++, du Java, du Rust, du Python, etc. Et de choisir votre chaîne de compilation sur la droite, et de pouvoir voir le code qui est réellement généré. Donc ça, moi, je m'en sers assez souvent, justement pour, lorsque je suis dans des phases d'optimisation un petit peu précises, de voir l'influence d'une modification de tel bloc de code ou tel bloc de code pour obtenir finalement le code le plus optimal possible en fonction des contraintes que j'impose. Donc là, je vais choisir C++, voilà. Hop, on va supprimer ça. Je vais aller prendre le code. Allez hop, select all, copier. Et je vais le coller là. Et on va compiler. Voilà. Et donc là, je vois tout le code assembleur qui est généré par le compilateur. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de code. Alors je vais rajouter par contre, on va mettre un peu d'optimisation. Comme ça, ça va réduire un petit peu plus le code. Voilà. Donc là, il y a déjà un peu moins. Donc là, vous voyez, tout ce code-là, la définition de la classe Person, Engineer, Olivier Poncet qui hérite de Person Engineer, et ensuite l'exploitation de cette classe dans le main. Au final, le compilateur il a été suffisamment malin pour voir que dans le même fichier, tout était là et qu'il a pu inliner tout le code directement dans main. Donc là, vous voyez que dans main, j'ai qu'un seul symbole ici, qui est la fonction main, et le compilateur, comme il a tout le contexte, parce qu'il a tout le code sous la main, inlinable directement, quel que soit l'héritage qu'on a fait, etc., il est capable là de tout générer directement, d'inliner, parce qu'il a considéré qu'en inlinant le code, ce serait plus efficace que d'appeler plusieurs fonctions, par rapport au cas d'usage qui est ici. Voilà. Si je retire l'optimisation, effectivement, par contre, là, on va retrouver nos différents symboles. On va retrouver une fonction qui est mon constructeur de la classe personne, la méthode getName, les méthodes getAge, le constructeur d'engineer, la méthode say. Ici, ce sont les destructeurs, le destructeur de la classe personne. Alors, je n'ai pas parlé des destructeurs parce que là, j'ai utilisé des destructeurs implicites. Mais on peut, on va les définir juste après, on peut définir nos propres destructeurs s'il y a des choses à faire. Et ensuite, Olivier Poncet, donc, qui est donc le constructeur, et ici, tilde Olivier Poncet, qui est le destructeur de l'objet Olivier Poncet. Et ensuite, on se retrouve dans le main où il va faire tous les appels nécessaires. Donc là, vous voyez que ça génère quand même pas mal de code, en tout cas en version non optimisée, là pour le coup. Et donc en version très optimisée, si je le mets en -3, on se retrouve effectivement avec du code qui est inliné et qui est en tout cas très efficace à l'exécution.
Donc n'hésitez pas à utiliser Compiler Explorer pour vos projets. Alors, vous pouvez générer avec Compiler Explorer, hein, vous pouvez compiler, tester sur du Java, du C#, du Python, etc. Enfin, il y a tout un paquet de langages qui sont supportés. Et je peux vous assurer que c'est un outil qui est ultra pratique. Et donc je disais, on va parler des destructeurs très rapidement. Voilà. Parce que là, par défaut, les destructeurs sont totalement implicites. C'est-à-dire que pour détruire l'objet, j'ai aucune libération de mémoire à faire ou rien d'autre de ce type. Pour autant, je vais vous montrer qu'on peut définir nous-mêmes nos propres destructeurs. Donc, on va créer d'autres destructeurs. Le destructeur d'une classe, c'est tout simplement le nom de la classe, mais précédé d'un tilde. Donc, tilde, ici, personne. Voilà, tout simplement. Et un destructeur ne prend aucun paramètre. Voilà, un destructeur ne peut pas avoir de paramètres et il ne renvoie pas de valeur. Comme tout à l'heure, le constructeur d'une classe ne renvoie pas de valeur, le destructeur ne renvoie pas de valeur non plus. Et par contre, en plus, il ne prend pas de paramètres. Donc là, on a défini notre destructeur par défaut qui, par défaut, ne fait rien. Mais on pourrait dire, tiens, std cout, voilà, std del, et là, je vais dire destroying, et je vais mettre le nom de l'objet qui est en cours de destruction. Allez, on va exécuter ça. Voilà. Donc, le code s'exécute comme avant. La seule différence, c'est que lorsqu'on quitte le main, l'objet Olivier Poncet, l'objet personne, va être détruit. Et donc, ça va appeler le destructeur personnalisé que j'ai défini ici. Et donc, il va m'afficher directement, voilà, ce message destroying, le nom de l'objet. Alors, sachant que le destructeur fait les opérations, les mêmes opérations que personne, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, personne, il va construire tous les objets, toutes les propriétés dans l'ordre dans lequel elles sont déclarées. Donc, des classes de base jusqu'aux propriétés dans l'ordre de leur déclaration. Le destructeur va faire l'inverse. Il va détruire toutes les propriétés dans l'ordre inverse de leur déclaration et remonter ensuite sur les classes de base. Donc ça, on peut, hop, sans convaincre. Donc ici, j'ai 5 lignes. Et on va faire la même chose dans Engineer. Voilà, destroying Engineer. Voilà. Et je vais faire la même chose pour Olivier Poncet. Oups. Voilà, destroying. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, ici, on va faire comme ça. Et ici, on va faire comme ça. Voilà. Donc, si j'exécute ce code, j'ai fait une erreur de syntaxe quelque part. Alors, évidemment, là, c'est privé. Donc là, pour que je puisse y accéder dans la classe dérivée, ah bah non, mais là je peux pas parce que ça n'a ici pas de sens. Destroying Engineer. Ici, je peux pas mettre le nom. Voilà. Voilà le problème. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, il en reste une. Parce qu'ici, c'est privé. Et comme j'y accède dans la classe Olivier Poncet, il faut que je le mette protégé. Voilà. C'est mieux. Donc, vous voyez que lorsque j'exécute ce code, donc on va créer l'objet Olivier Poncet, on va afficher à l'écran Olivier Poncet H47, on va appeler la méthode say qui fait hello world, et lorsqu'on va détruire l'objet personne, il va d'abord détruire l'objet Olivier Poncet, ensuite il va détruire Engineer, et ensuite il va détruire l'objet personne. C'est fait dans l'ordre inverse de ce qui a été déclaré ici pour l'objet Olivier Poncet. Voilà. Tout simplement. Donc, on voit que cette mécanique, elle est prédictible et elle est super importante sur l'héritage des objets. Une fois que vous maîtrisez un petit peu cette partie-là,
Le reste, c'est relativement simple, c'est que de la conception d'objets, de la conception orientée objet. Et la prochaine fois, dans le prochain live qu'on fera, alors je ne sais pas encore quand, en tout cas peut-être pas la semaine prochaine, mais probablement pas la semaine prochaine, mais on verra. Dès que j'ai un moment, sur le 3e live qu'on fera de C++ from scratch, on parlera justement, on ira plus loin que l'héritage, on parlera donc des méthodes virtuelles et donc justement des classes abstraites et tout ce genre de choses. Voilà. Bah, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour là depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des gens d'ailleurs dans le chat? Voyons voir. Je l'espère. Ben, on dirait. Mais en tout cas, j'espère que cette petite... un exemple de new et de free. Ah, ben oui, bien sûr, on peut faire un exemple de new et de free, bien sûr, Fredix. Alors en fait, là, c'est effectivement fort à propos ce que tu dis. Là, ce que j'ai fait, j'ai créé un objet Olivier Poncet sur la pile. Donc rappelons-le, il y a plusieurs zones de la mémoire sur lesquelles on peut créer des objets. Que ce soit en C ou en C++ ou dans d'autres langages, vous avez la heap et la stack. La stack, par défaut, c'est les objets qui sont des variables, entre guillemets, dites automatiques, qui sont créés sur la pile d'appel, donc qui ont une durée de vie qui est la durée de vie de la fonction, et vous avez les objets qui sont alloués dynamiquement, donc sur la heap, donc soit par le biais de malloc, soit par le biais de new en C++. Donc, de la même manière, vous pouvez... On va faire Olivier Poncet. Si je fais une allocation dynamique, mais ça, je vais juste montrer à la base comment on le fait, mais ce sera un sujet à part entière quand on parlera notamment des smart pointers. Pour allouer un objet sur la heap, plutôt que de faire donc Olivier Poncet personne, je peux faire donc Olivier Poncet étoile personne égale new Olivier Poncet parenthèse. Voilà. Donc là, j'ai créé un objet de type Olivier Poncet. Il a été créé sur la heap. Ça revient à faire en C, ça revient à faire malloc. Mais ça revient à faire malloc parce que c'est ce que fait new. Hein. Il fait un malloc, mais en plus de faire malloc, il appelle le constructeur de l'objet que l'on cherche à créer. Donc là, il va me renvoyer un pointeur directement de type Olivier Poncet sur l'objet, donc dans la variable personne, donc qui est un pointeur sur un objet de type Olivier Poncet. Donc là, si j'exécute ce code, en fait, il va y avoir un problème. Parce que ça va... oui, déjà, là, il y a un problème. C'est que vu que c'est un pointeur, il faut que j'utilise flèche au lieu de point, puisque là, je déréférence le pointeur. Et pareil pour ici, pour say. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il m'a bien créé l'objet. Il m'a affiché Olivier Poncet, 47. Il m'a affiché Hello World. Par contre, j'ai pas vu la destruction. C'est normal. Parce que là, j'ai créé un objet en mémoire vive, un objet de façon dynamique, avec de la location dynamique, mais je ne l'ai jamais détruit. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un delete explicite, delete de l'objet personne. Et là, normalement, tout va bien se passer. Cet objet, je vais le détruire en sortant. Donc ça, c'est un des problèmes, une des choses qui sont reprochées à la base au C++, c'est de dire, ah ben oui, mais tu peux avoir des fuites de mémoire parce que des fois, tu oublies de mettre des deletes, etc. En fait, ça a été vrai à une époque, notamment au tout début de C++, mais notamment depuis la version 11 de C++, donc qui commence à dater. Hein. Depuis C++ 11, on dispose d'un ensemble, d'un panel assez important de ce qu'on appelle des smart pointers qui vont pouvoir faire cette gestion de la mémoire de façon automatique. Je vais, par exemple, déclarer ici std. Alors, il faut que j'inclue un header supplémentaire qui s'appelle memory. Memory, donc pour tout ce qui touche à la gestion de la mémoire. Donc, std unique ptr. Donc, je crée un smart pointer qui a une référence unique. Donc, ça veut dire que le unique ptr, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui dispose du pointeur vers l'objet que je vais créer. Donc, unique ptr personne. Voilà, égale new Olivier Poncet. Et là, du coup, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai plus besoin de faire le... Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Il faut que j'initialise comme ça. Hop. Voilà.
Donc là, j'ai initialisé un smart pointer de type UniquePTR. Donc UniquePTR, il va prendre en charge le pointeur que j'aurais créé, qui est de type Olivier Poncet, une instance d'Olivier Poncet, et que je vais assigner à l'objet, donc à ce smart pointer qui s'appelle personne. Et en fait, ce smart pointer, dès qu'on va sortir du scope de main, il va automatiquement appeler son destructeur. Son destructeur va voir qu'il est responsable d'un pointeur qu'on lui a alloué et qu'on lui a fourni, et il va le détruire automatiquement. Donc là, ça permet de faire une forme de garbage collection, si on peut dire, et donc d'avoir une gestion totalement automatique de la mémoire. Donc le UniquePTR, c'est le smart pointer le plus simple qui existe dans C++. C'est-à-dire qu'on lui file un objet qui a été alloué dynamiquement avec new, et dès que UniquePTR il est détruit, il va détruire l'objet. S'il n'a pas été détaché, il va détruire l'objet pour lequel il a la responsabilité. Donc c'est très utile dans certains cas. Dans d'autres cas, on a besoin que ce pointeur il soit partagé entre plusieurs autres objets. Donc pour ça, il existe des shared pointers pour lesquels, pareil, il va avoir des compteurs de référence en disant « Ah, j'ai encore 3 shared pointers qui sont responsables de cet objet, donc je ne détruirai l'objet que lorsque les 3 autres shared pointers auront été détruits. » Donc ce qui permet que lorsque le dernier responsable de l'objet meurt, donc de pouvoir libérer automatiquement la mémoire. Et normalement, si vous programmez correctement C++ de façon avec ces fonctionnalités modernes de smart pointer, vous n'avez pas de fuite de mémoire, vous avez un code qui est extrêmement robuste et extrêmement efficace, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le code des smart pointers est extrêmement performant, extrêmement efficace. C'est-à-dire l'overhead, l'overhead par l'utilisation de ces smart pointers, il est vraiment infinitésimal. Voilà. Donc, Sulfurel, tu dis, est-ce que tu penses qu'il serait faisable de continuer les tutos avec un mini-projet Qt si la lib pollue pas trop l'apprentissage? On pourra le faire, mais peut-être plus tard. Je pense que ce que je vais faire, je vais continuer d'abord d'aborder les concepts de base du C++, mais pour le coup, une fois qu'on sera un petit peu avancé dans certains trucs, oui, on pourra utiliser la librairie Qt pour faire un truc graphique. Donc, je suis libre. Donc, tu dis, je pensais que Rust était le seul à gérer les sécurités et fuites de mémoire. Bah, c'est le C. Là, c'est pas le C. Le C++ a rattrapé ce retard. Mais en fait, le C++, ça, ce truc-là, ce que je viens de vous montrer, là, sur l'utilisation des UniquePTR, des shared pointers, il y a d'autres types de smart pointers qui existent. Ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, depuis les débuts de la STL, donc milieu des années 90, il existait un smart pointer qui s'appelait AutoPTR, mais qui avait quelques petites faiblesses. Mais depuis la version 11 de C++, donc qui est sortie, comme son nom l'indique, qui a été ratifiée en 2011, tous les smart pointers dont je viens de vous parler, donc les shared pointers, les UniquePTR, les WikPTR, etc., qui chacun on va avoir des fonctionnalités particulières, ils sont là, et en fait vous pouvez très bien faire de la programmation en C++ sans jamais utiliser une seule fois delete. Vraiment. Si vous faites un new, le résultat de ce new, vous le mettez dans un smart pointer ou dans un UniquePTR ou des shared pointers, donc ils vont se partager des références vers un objet en mémoire. En fait, c'est le compilateur qui va travailler pour vous au travers du mécanisme de RAI, dont je vous parlerai la prochaine fois, qui permet de dire, lorsque je sors du scope et que je détruis le dernier smart pointer qui a en gestion ce morceau de mémoire, il va détruire le morceau de mémoire correspondant. Donc ça fait l'opération de garbage collection, et exactement ce que fait Rust, mais Rust, lui, il le fait de façon pas explicite, mais il le fait de façon implicite. Le compilateur, il n'y a pas de gestion explicite de la mémoire dans Rust, pas au sens comme on fait ici, new, mon objet, etc. On crée un objet et c'est Rust, au travers de sa gestion de mémoire, qui va déterminer si oui ou non il doit détruire, mais c'est le même mécanisme de smart pointer au final, si oui ou non il doit détruire la zone mémoire correspondante. Donc ce sont à peu près les mêmes mécanismes, et comme je dis, utiliser new, new delete ou malloc ou free, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez avoir besoin de le faire pour des raisons parfois soit de performance, soit différentes raisons. Mais si vous faites du code C++ moderne, si vous utilisez les smart pointers, vous n'avez pas du tout à vous soucier de la gestion de la mémoire. Ce sont les smart pointers qui vont le faire pour vous, pour être très honnête. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire ici ou sur les réseaux sociaux, etc. Là, cette fois-ci, si mon replay n'a pas merdé, mais normalement j'ai tout vérifié depuis ce matin, le replay, je vais le mettre sur YouTube, comme ça vous pourrez reprendre l'épisode ou le partager à celles et ceux qui le veulent, qui le souhaitent. Et puis voilà, puis on continuera. Donc là, comme je le disais,
hier et dans mes lives précédents. Donc moi je démarre dans ma nouvelle boîte mardi. Donc mardi, la semaine prochaine, ça va être une semaine un peu plus chargée. Puis là je pars en long week-end, donc lundi il n'y aura pas de live. Mais par contre peut-être je verrai peut-être peut-être fin de la semaine prochaine ou le week-end prochain, je vais continuer un live sur le C++ from scratch. Et donc on verra justement toutes les histoires de RAI, RAII, les méthodes virtuelles, etc. Voilà, comme ça permettra de compléter cette notion d'héritage et on ira un peu plus loin. Et comme l'a demandé Sulfurel, peut-être effectivement je vais réfléchir à faire un petit projet avec du Qt. Mais le Qt, ce qui m'ennuie avec Qt, c'est que il a des mécanismes d'appel, ce qu'il appelle les signaux, qui sont encapsulés par des outils de précompilation, etc. Donc je verrai si ça vaut le coup d'utiliser Qt ou par exemple du GTK-MM, qui est donc l'encapsulation de GTK en C++, donc qui permet donc de faire des interfaces graphiques en C++ en quelques lignes de code. Voilà mes amis, écoutez, merci d'être passé sur ce live, ça m'a fait très plaisir de vous parler de ça, ça faisait un certain moment que j'avais promis, presque plus d'un an que j'avais promis ces séries de C++ from scratch, donc là j'espère continuer et puis on fera un petit peu comme l'ami Émile sur le C from scratch, le Go from scratch, etc. On ira par capillarité sur différents sujets et puis s'il y a besoin de drifter sur des sujets, des points de détail qui vous intéressent, on le fera, voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Moi, je vais vous souhaiter donc une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous tiendrai au courant de la prochaine date. Voilà. Ciao, ciao, ciao!